Et là, le vieux Zéfondo se figea. Ce n'était pas le visage d'Évariste, ni celui de l'oncle, mais bien son propre reflet, son propre visage, figé, tordu par une peur qu'il n'avait jamais connue. Il se redressa lentement, le souffle court. « Qu'as-tu fait, Évariste ?» demanda-t-il d'une voix rauque. Mais Évariste, debout, immobile, le regard vide. La main d'Évariste tremblait encore. Le silence fut rompu par un râle profond. Zéfondo tituba en arrière, ses yeux roulant dans leurs orbites. Puis, du sang jaillit lentement de sa bouche. D'abord en filet, puis en gerbe incontrôlable. Ses lèvres tremblaient, alors qu'il posait son regard brûlant sur Évariste. Sa voix se brisa dans un cri guttural, presque inhumain. « Pourquoi as-tu fait ça ?» Il tomba à genoux, secoué de spasmes. « Je t'ai tout donné, la richesse, la reconnaissance, la lumière dans ce monde de ténèbres. Et voilà comment tu me paies ?» Évariste, figé, sa main tremblante, reculait lentement, les yeux agrandis par l'horreur. Le vieux le regarda une dernière fois. « Désormais, tu ne dormiras plus la nuit. Le jour où tu dormiras, je serai là pour te prendre. » Et soudain, un grondement de tonnerre éclata, secouant les murs de la maisonnette. Une rafale de vent s'engouffra comme une bête invisible. Évariste tourna la tête, les mains serrées sur ses tempes. Un cri strident s'éleva dans la pièce. Lorsqu'il regarda de nouveau, le corps de Zéfondo se tordait au sol, ses yeux désormais dévorés par des asticots blanchâtres, sa bouche béante, laissant échapper un dernier râle. Puis, plus rien. Le vieux sorcier s'effondra comme une poupée vide. Le tonnerre continuait de gronder au loin. Dans sa voiture noire luisante, Évariste conduisait à toute allure, ses mains crispées sur le volant. La pluie martelait le pare-brise comme un avertissement des cieux. Il ne regardait ni à gauche ni à droite. Il ne pensait qu'à fuir. Mais à mi-chemin de la route de Grande Popo, il sentit une sueur froide lui glisser dans le dos. Il ouvrit les yeux un peu plus, ses pensées martelant son crâne. La valise. Je ne l'ai pas laissée chez le vieux. Elle est toujours là, dans le coffre. Il jeta un rapide coup d'œil dans le rétroviseur. Rien, sauf l'obscurité. Puis, une étrange sensation, comme si quelque chose ou quelqu'un était assis derrière lui. Il secoua la tête, accéléra encore, mais son souffle devenait plus court, plus lourd. Je dois m'en débarrasser, je dois. Mais il le savait depuis longtemps. La petite valise rouge ne le suivait pas. C'était lui qui appartenait à la petite valise rouge. Il franchit le seuil de son appartement dans un silence assourdissant. La valise rouge était toujours là, à la main, lourde comme si elle contenait plus que de l'argent. Un fardeau, une malédiction. Il la posa lentement près de son lit, fixa ses draps en satin, son matelas king size, son miroir doré accroché au mur. Puis il s'allongea. Le silence était si profond qu'il pouvait entendre le tic-tac de sa montre, comme les secondes d'une bombe à retardement. Mais avant même que ses paupières ne se ferment complètement, les mots du vieux Zéfondo résonnèrent dans son esprit. « Le jour où tu dormiras la nuit, je serai là pour te prendre. » Évariste se redressa brusquement, haletant. Il essuya la sueur froide de son front. « Non, je ne dormirai pas cette nuit. » Il attrapa ses clés, remit rapidement une chemise et descendit jusqu'à sa Mercedes. L'air de la nuit était lourd, presque visqueux. Il démarra en trombe et prit la direction d'un vieux bistrot du quartier Lecky, connu pour ne jamais fermer. Même à l'aube, les enceintes vibraient au rythme d'un vieux coupé décalé. Évariste, lunettes sombres sur le nez malgré l'heure,
sirotait son deuxième whisky sec, entouré d'inconnus, tentant d'étouffer la peur qui le rongeait. Un serveur s'approcha timidement. « Monsieur, vous voulez encore quelque chose? Une autre bouteille peut-être » Évariste hocha la tête sans un mot. Il ne buvait pas pour se saouler. Il buvait pour ne pas s'endormir. Plus tard dans la nuit, une fille aux tresses blondes s'approcha, riant. « Tu danses pas, grand frère, ou t'es en train d'écrire un roman avec ton silence ?» Évariste esquissa un faux sourire. « Je danse avec mes démons, petite sœur. Mais t'inquiète, ils ont du rythme. » Et il se leva, titubant, rejoignant le cœur de la piste. Les lumières dansaient, les verres s'entrechoquaient, les corps se mêlaient. Ils riaient, criaient, chantaient même. Quelques heures plus tard, Évariste ouvrit difficilement les yeux. Sa tête tournait, un mélange d'alcool, de fatigue et de culpabilité suspendu au-dessus de lui, comme une enclume. Il était encore habillé, allongé en travers de son lit. Une lumière douce filtrait par les rideaux. Paisible, trop paisible. Il attrapa son téléphone sur la table de chevet. 3 messages vocaux. Il lança le premier. Et aussitôt, une voix familière et apaisante résonna dans la pièce. « Mon fils, Évariste, c'est maman. Tu ne vas pas croire. Je me sens bien aujourd'hui. Même les infirmiers sont étonnés. Le docteur dit que je peux rentrer bientôt. Dieu est bon, mon fils. Dieu est bon. » Un sourire s'esquissa sur les lèvres d'Évariste, mêlé de soulagement mais aussi de vertige. Il s'assit sur le bord du lit, se tenant la tête. Puis un second bip sonore. Il lança le message. La voix était différente, cassée, brisée, celle de Jacques. « Évariste, Évariste, mon frère. Le vieux Zéfondo est mort. Je suis allé là-bas. Il y avait du monde. Son corps était déjà en train de pourrir, Évariste, comme s'il était mort depuis des jours. Le soleil brillait fort, mais il ne réchauffait personne. Évariste raccrocha, blême. Il rappela immédiatement Jacques. « Jacques, on doit se voir. Maintenant. » Quelques heures plus tard, ils étaient tous deux debout dans la cour de la maisonnette du vieux Zéfondo. L'endroit était devenu méconnaissable. Des voisins, des anciens clients silencieux, quelques curieux. Un vieil homme marmonnait en yoruba qu'il ne fallait pas toucher son corps avec la main nue. L'odeur était insupportable. Le corps du féticheur avait noirci. Sa peau se détachait comme du tissu mouillé. On aurait dit qu'il était mort depuis 1 semaine. Jacques pleurait, impuissant. Il ne méritait pas ça. Évariste, il nous a aidés. Il m'a tout donné. Mais regarde, personne ne veut même l'approcher. On doit l'enterrer vite, très vite. Évariste acquiesça silencieusement. Le vieux Zéfondo fut enterré ce soir-là, sans cérémonie grandiose, sans tambour ni chant. Juste une fosse creusée en hâte, un tissu jeté sur lui et quelques pelletées de terre. Le sol se referma comme un secret non raconté. Depuis ce jour-là, la vie d'Évariste ne fut plus jamais la même. L'argent coulait à flot, la société grandissait, ses investissements portaient leurs fruits. Mais tout cela n'était qu'une façade dorée. À l'intérieur, il n'était plus un homme. Il était une ombre, une présence hantée par une seule phrase. « Le jour où tu dormiras, je viendrai te prendre. » Alors il ne dormait plus la nuit. On le voyait de bar en bar, de club privé en salon feutré, toujours impeccablement habillé, une coupe de whisky dans une main, la fatigue dans l'autre. Ses associés le saluaient comme un génie, mais eux ne voyaient pas ce que voyait le miroir. Ils ne voyaient pas les cernes qui creusaient son visage, la folie qui brillait derrière ses yeux.
Évariste vivait le jour et survivait la nuit. Et dans son coffre-fort, dans sa chambre, dans le double fond de sa Mercedes, toujours au plus près de lui, la valise rouge en forme de cercueil respirait doucement, comme si elle avait un cœur. Les années avaient passé, comme si le temps s'était mis à courir une course effrénée. Évariste était désormais un homme respecté, à la tête d'un empire silencieux bâti dans les coulisses de Lagos, Cotonou, même à Abidjan. Il avait tout, les voitures, les immeubles, les partenaires d'affaires qui l'appelaient en « monsieur », la presse qui le célébrait comme le symbole de la jeunesse réussie. Et pourtant, une voix persistait, celle de maman Clémentine, assise sur son fauteuil en bois sculpté, regard doux mais déterminé. « Évariste, mon fils, tu as tout, mais tu n'as pas de fils. Tu vis seul. L'argent c'est bien, mais ça ne te parlera pas quand tu seras vieux. Moi, je veux porter ton enfant dans mes bras avant que Dieu ne me rappelle. » À chaque visite, les mots revenaient, d'abord comme une caresse, puis comme une prière, et enfin comme une exigence douce mais insistante. C'est dans une nuit de plus, une nuit sans sommeil, que le destin prit un virage inattendu. Il sortait d'un lounge privé quand ses yeux croisèrent ceux de Lisa. Elle n'était pas la plus belle ni la plus extravagante, mais quelque chose en elle, quelque chose dans sa façon de ne pas baisser les yeux, dans la fatigue assumée de son regard, l'arrêta. Elle s'approcha, lui glissa doucement. « Tu n'as pas l'air d'un homme qui cherche du plaisir. Tu as l'air d'un homme qui cherche à oublier. » Il eut un petit rire, amer. « Et toi, tu as l'air d'une femme qui comprend trop vite. » Ils parlèrent, longtemps, sans masque, et au fil des semaines, elle devint une présence stable dans son chaos nocturne. Elle ne posait pas de questions. Elle ne cherchait pas à le sauver. Elle était simplement là. Quelques mois plus tard, à la surprise de tous, Évariste annonça leur union. Et quand il la présenta à sa mère, vêtue d'un simple pagne et d'un sourire discret, maman Clémentine eut les larmes aux yeux. Le mariage d'Évariste et Lisa semblait, en apparence, une réussite sans faille. Lisa n'avait jamais manqué de rien. Elle avait une villa luxueuse, des bijoux, des tenues de créateur, une voiture flambant neuve et un mari respecté. Mais une chose lui échappait, une chose si simple, qu'elle en devenait insupportable. La nuit, Évariste disparaissait. Ils quittaient discrètement leur lit, toujours vêtus, les yeux sombres, la valise rouge jamais loin. Ils revenaient parfois au petit matin, parfois pas du tout. Au début, Lisa n'osa rien dire. Mais avec le temps, l'incompréhension devint douleur, puis colère. Alors un soir, épuisée par le vide et le silence, elle prit son téléphone et appela maman Clémentine. « Maman, je vous demande pardon, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Évariste, votre fils ne dort jamais. Il sort toutes les nuits. Je suis seule tout le temps. J'ai tout, mais je n'ai pas mon mari. » Maman Clémentine, surprise, répondit d'abord par une parole rassurante, mais la voix tremblante. « Mon fils, tu dois te tromper. Il a toujours été un homme de sagesse et de discipline. Mais je viendrai dormir chez vous demain. Je veux voir de mes propres yeux. » Ce soir-là, maman Clémentine dormit dans la chambre d'amis. Vers 3 heures du matin, elle entendit des pas, d'abord discrets, puis le claquement d'une porte. Elle sortit doucement de sa chambre, et ce qu'elle entendit dans le couloir brisa son cœur de mère. « Évariste, pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Tu me donnes tout, mais tu n'es jamais là. Moi, je suis vivante, pas une statue qu'on remplit de cadeaux. » Sanglotait Lisa, effondrée,
en pyjama de soie, les cheveux défaits. À ce moment-là, maman Clémentine frappa doucement à la porte. « Mon fils, Lisa, que se passe-t-il ici ?» Lisa, en larmes, ouvrit la porte et tenta d'expliquer. « Maman, il ne dort pas, jamais. Il vit la nuit comme un fantôme. Je l'aime, mais je suis seule dans ce mariage. » Mais Évariste figeait, le regard sombre, ne répondit rien. Il fixa sa mère, puis sa femme. Sans dire un mot, il prit ses clés sur la commode, attrapa sa veste et sortit. Évariste rentra le lendemain en pleine journée, lunettes de soleil sur le nez, valise à la main, vêtu d'un costume beige sur mesure. Il traversa le salon comme une ombre qui revient de l'étranger, évitant les regards directs. Lisa et maman Clémentine, toujours tendues par les événements de la veille, observaient son attitude avec méfiance. Il embrassa brièvement sa mère, évita Lisa du regard, puis lança d'un ton sec « Je dois partir ce soir. Réunion imprévue à Berlin. Un sommet stratégique avec des partenaires allemands. Je vous préviendrai dès que j'atterris. »« Tu pars ? Encore ? Mais tu viens à peine de rentrer » protesta Lisa, la voix tremblante, retenue entre colère et tristesse. Mais il ne répondit pas. Il monta à l'étage et referma sa porte. Cette nuit-là, Lisa pleura dans les bras de maman Clémentine, les deux femmes réunies par une inquiétude commune qu'elle n'osait encore nommer. Le lendemain matin, dès le lever du jour, Lisa décida d'en avoir le cœur net. Elle fouilla dans le tiroir de la commode et trouva un double des clés du bureau privé d'Évariste. Le chauffeur, qu'elle connaissait bien, accepta sans discuter de la conduire. À son arrivée dans l'immeuble de l'entreprise, tous les employés se levèrent poliment en la voyant passer. Elle leur adressa un sourire forcé et entra dans le bureau du PDG avec assurance. Une fois seule, elle referma la porte, respira profondément, puis balaya la pièce du regard. Tout semblait normal sauf une petite porte presque dissimulée derrière une étagère. Elle l'ouvrit lentement. À sa grande surprise, un lit simple se trouvait là, soigneusement fait, avec une petite veilleuse au-dessus. Un lit dans le bureau. Elle prit son téléphone et filma discrètement, envoyant la vidéo à maman Clémentine avec un message. « Regarde ça, je crois qu'il dort ici. Mais pourquoi ? Pourquoi pas à la maison ?» Peu après, maman Clémentine répondit par un court message vocal, la voix grave et lente. « Ma fille, viens ce soir. Nous devons parler. Il y a quelque chose que je sens et ce n'est pas normal. » Troublée, Lisa se rendit chez son amie Eliane, une jeune femme vive d'esprit et franche. Après avoir tout raconté, Eliane fronça les sourcils, posa sa tasse de thé et dit « Tu veux que je sois honnête ? Tu as épousé un homme qui cache quelque chose. Et ce n'est pas juste un secret d'entreprise, c'est une maîtresse. C'est plus profond. Tu dois le confronter, mais à sa manière. Il ne dort pas à la maison, alors fais-le dormir. »« Que veux-tu dire ?» demanda Lisa confuse. « Lorsqu'il rentrera, mets un somnifère léger dans son repas, juste assez pour l'endormir. Quand il dormira, tu pourras voir ce qu'il fait la nuit. Et le matin, regarde-le droit dans les yeux. Dis-lui que tu es là, que tu n'as rien vu d'anormal, qu'il peut dormir à la maison sans crainte. Peut-être que ça le brisera ou le libérera. » Lisa hésita, mais elle savait qu'elle ne tiendrait plus longtemps. Une nuit, une seule, et elle saurait enfin à quoi Évariste tente d'échapper. Eliane, les bras croisés, le regard perçant, s'approcha de Lisa avec une détermination presque militaire. « Écoute-moi bien, Lisa, pendant qu'il dormira,
Tu prends son téléphone. Lisa, surprise, leva les yeux. Son téléphone? Mais, ouais, tu ouvres discrètement WhatsApp, les messages, les appels récents, tout. S'il y a une femme dans sa vie, c'est là que tu le verras. Et si tu vois un numéro bizarre ou un nom douteux, elle s'arrêta, puis lui tendit un petit carnet. Note-le. Et surtout, s'il appelle une autre femme dans son sommeil ou reçoit un message, tu m'appelles immédiatement. Moi, je viens te chercher. On la retrouve et on débarque chez elle. Elle comprendra très bien ce qui se passe. Lisa regarda son amie, partagée entre peur et excitation. La nuit berlinoise avait été longue, presque enivrante. Après une série de réunions brillamment conclues, Évariste célébrait avec ses collègues allemands et ses partenaires africains autour de coupes de champagne et de rires sans fin. Tout semblait parfait. Les affaires étaient florissantes, les investisseurs satisfaits, les portes grandes ouvertes. Et pourtant, c'est dans cette euphorie artificielle qu'un détail fit tout vaciller. Un cadre allemand, en souriant, refusa une nouvelle coupe. « Désolé les gars, moi je rentre. Ma femme me manque, et mes enfants aussi. Je ne dors jamais ailleurs, quand je peux l'éviter. La maison, c'est sacré. » Cette phrase, prononcée sans poids ni tragédie, se planta dans le cœur d'Évariste comme une dague. Il sourit extérieurement, mais en lui, quelque chose se fissura. Toute la journée suivante, alors qu'il était censé se reposer dans sa suite d'hôtel, les voix de Lisa, les pleurs étouffés, les reproches de maman Clémentine et surtout les menaces du vieux Zéfondo tournoyèrent dans sa tête comme un cyclone. Il se leva, s'approcha du miroir, se regarda longtemps. « Je ne peux pas continuer, je vais leur dire, je dois leur dire, avant que ce pacte me dévore entier. » 2 jours plus tard, Évariste franchissait à nouveau le seuil de sa maison au Bénin, valise à la main, le visage tiré mais résolu. Il s'attendait à un accueil glacial, à des regards durs, à des silences lourds. Mais au contraire, l'atmosphère était calme, trop calme. Lisa l'accueillit avec un sourire doux, presque tendre, une robe légère sur le dos, les cheveux coiffés avec soin. Il fronça les sourcils. « Où est maman Clémentine? Elle est repartie chez elle ce matin. Elle disait qu'elle voulait un peu de repos, mais qu'elle serait ravie que tu passes la voir. » Il hocha la tête, un peu déçu. Il voulait parler aux 2 femmes en même temps. Il sortit son téléphone et appela sa mère. « Maman, je viens d'arriver. J'ai besoin de te voir. J'ai à te parler. Ce n'est pas un petit sujet. » Au bout du fil, la voix de maman Clémentine était douce, mais prudente. « D'accord, mon fils. Mais d'abord, repose-toi. Et demain, je viendrai à la maison. On parlera calmement. » À 17h pile, Lisa déposa devant lui une assiette fumante, du riz aux haricots rouges, du poulet braisé, épicé juste comme il aimait. Évariste la remercia d'un sourire fatigué. Il voulait parler. Il était prêt. Mais elle l'interrompit doucement. « Mange d'abord, chérie. Raconte-moi tout après. Je veux t'écouter quand tu seras détendu. » Il acquiesça, puis mangea sans méfiance. Quelques minutes plus tard, ses yeux commencèrent à se fermer tout seuls. Sa tête s'inclina lentement sur le côté. Il tenta de se redresser, mais un vertige puissant l'emporta. Il ne comprenait pas. Il n'avait presque rien bu, et il se sentait vidé. Il eut juste le temps de murmurer. « Lisa, j'ai quelque chose à te dire. » Mais déjà le sommeil l'engloutissait. Un sommeil lourd, inhabituel. Dans la pièce voisine,
Lisa prit son téléphone, ouvrit les applications et appela doucement Eliane. « Il dort. C'est maintenant. Je vais tout découvrir. Et s'il cache une autre femme, ce soir, elle saura qu'elle n'est pas seule. » Lisa était restée éveillée toute la nuit, les yeux fixés sur l'écran du téléphone d'Évariste. Pas un message suspect, pas un appel, rien. Le silence absolu. À chaque minute, elle espérait une preuve, une femme, un nom, une trace. Mais le téléphone demeurait muet. Vers 4 heures du matin, épuisée par l'attente et le doute, elle monta dans la chambre. Évariste dormait profondément, pour la première fois depuis des années. Sa respiration lourde, presque trop calme. Lisa s'agenouilla à côté de lui, l'observa longuement. « Qui es-tu vraiment, Évariste? Et qu'est-ce que tu fuis la nuit ?» murmura-t-elle. Sur le lit, Évariste hurla, sans ouvrir les yeux. Un cri qui n'était pas physique mais spirituel. « Non, ne me fais pas ça. Pardonne-moi, laisse-moi vivre, je t'en supplie. » Son corps se cambra violemment, puis retomba, immobile. Lisa sursauta, paniquée, les yeux pleins de terreur. Elle jeta un regard à l'horloge murale. 6h02 du matin. La nuit était vaincue, mais le sommeil avait gagné. Elle secoua Évariste avec désespoir. « Évariste, réveille-toi. Chérie, arrête. Réveille-toi. » Mais son corps restait froid, le visage étrangement paisible. Aucun souffle, aucun mouvement, les mains tremblantes. Lisa attrapa son téléphone et appela immédiatement Eliane. « Eliane, viens vite, il ne se réveille pas. Je t'en supplie, viens maintenant. » À l'autre bout du fil, la voix d'Eliane se brisa. « Ne pleure pas, j'arrive. Appelle aussi ta belle-mère, c'est important. » Lisa hocha la tête, incapable de parler. Elle composa le numéro de maman Clémentine, la voix déchirée par les sanglots. « Maman, c'est Évariste. Il ne se réveille pas, il ne respire plus. Pardonne-moi, pardonne-moi. » Un silence glaçant traversa le combiné, avant que maman Clémentine ne murmure faiblement « Mon fils ». Puis une prière étouffée, comme si elle savait que la vérité avait enfin frappé à sa porte. Lisa s'effondra en larmes sur le lit, serrant la main immobile d'Évariste contre son front. Elle comprit alors que ce n'était pas une maîtresse, ni une trahison humaine. Au dehors, le soleil se levait lentement sur la ville, comme un témoin indifférent. Le pacte était payé. Le prix du succès venait de s'accomplir. Voilà, l'histoire d'aujourd'hui touche à sa fin. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, c'est le bon moment pour le faire. Clique sur s'abonner. Active la cloche pour recevoir toutes mes prochaines histoires dès qu'elles sortent. Et à vous, mes abonnés fidèles, merci infiniment. Votre écoute, vos commentaires, vos partages, tout ça compte énormément pour moi. Au revoir et à bientôt.